dans le 20h. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le président du NDI se félicite des échanges constructifs qu'il a eus avec le chef de l'État ivoirien sur le processus démocratique en Côte d'Ivoire. Il a salué l'engagement du président Alassane Ouattara à tout mettre en œuvre pour l'organisation d'élections transparentes et apaisées en 2020. Un grand angle ce soir sur le port autonome d'Abidjan. Le canal de Vridi rénové a été inauguré ce jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sans canal de Vridi, pas de port autonome d'Abidjan. Pourquoi et comment a été construit ce canal? Des réponses dans quelques minutes. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales halieutiques Sahara 2019 a été lancé ce jeudi. Une plateforme d'opportunités d'investissement direct pour les secteurs agricoles, des ressources animales, halieutiques et forestières. Ce sera du 22 novembre au 1er décembre 2019. Les Sénégalais se rendent aux urnes le 24 février pour élire leur prochain président. Il s'agit d'une étape majeure dans l'évolution politique du Sénégal et d'un rendez-vous décisif pour la démocratie. Les enjeux de ce scrutin sont importants. Quels sont-ils? Des réponses dans le dossier de ce soir. Bonsoir à tous, c'est toujours avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur RTI 1. Le premier responsable du NDI, National Democratic Institute, a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Un point principal abordé, l'organisation des élections en Côte d'Ivoire en 2020 à Ouattouré. La rencontre entre le président du NDI, National Democratic Institute, et le président de la République, Alassane Ouattara, a porté sur l'organisation des élections de 2020, notamment la recomposition de la commission électorale indépendante. C'est un processus qui a déjà démarré avec l'implication à un haut niveau du Premier ministre. Et je pense que c'est un processus ivoirien et nous attendons que les Ivoiriens fassent ce qu'il faut pour que ce processus puisse aboutir. Ce n'est pas seulement le travail du chef de l'État ou du Premier ministre, c'est le travail de tout le monde, les partis politiques, la société civile. Tout le monde doit se mettre ensemble pour engager le dialogue constructif pour que les choses aboutissent. Par anticipation aux élections de 2020, et surtout par rapport à la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a fait part de son engagement pour des élections apaisées, des élections transparentes pour l'année prochaine. Donc, je suis très content des déclarations du chef de l'État. Le NDI est une organisation non gouvernementale américaine qui œuvre pour le renforcement et le développement de la démocratie à travers le monde. Il accorde un appui pratique aux leaders politiques et dirigeants de la société civile qui travaillent à l'établissement de valeurs et institutions démocratiques dans leur pays. Grand angle sur le port autonome d'Abidjan, direction la commune de Port-Boué, pour un événement important pour l'économie ivoirienne. L'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi, un investissement de 150 milliards de francs CFA qui, après 3 années de travaux, donne la possibilité au port d'Abidjan d'accueillir les plus grands navires fréquentant les côtes africaines, allant jusqu'à 350 mètres de longueur avec 16 mètres de tirant d'eau. Jean-Luc Bangbo. Un événement que la communauté portuaire d'Abidjan a voulu marquer d'une pierre blanche. L'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi marque un tournant important dans la vie du port autonome d'Abidjan. Un port en quête de compétitivité et confronté à la montée en puissance des ports des pays voisins. Le canal de Vridi, qui restait parfois fermé 10 heures par jour selon les conditions hydrodynamiques, ne le sera plus. Quand on sait que l'exploitation journalière des navires transportant 3500 conteneurs est de $20 000 US, contre $30 000 US pour un navire transportant 10 000 conteneurs, on apprécie mieux l'impact économique et financier à terme de cet ouvrage sur notre économie. Beaucoup plus de dynamisme dans les activités portuaires, un regain de compétitivité, de nouvelles perspectives pour l'économie nationale, surtout pour la communauté portuaire d'Abidjan. Le canal de Vridi que nous inaugurons ce jour nous apparaît comme un élément d'un puzzle gagnant, conduisant inéluctablement la Côte d'Ivoire vers l'émergence d'un secteur portuaire compétitif, capable de rivaliser avec ceux des pays faisant référence sur notre façade maritime. Le nouveau canal de Vridi peut désormais accueillir des navires
pouvant atteindre les 350 mètres de longueur, avec 14 à 15 mètres de tirant d'eau et pouvant transporter jusqu'à 10 000 conteneurs. Un redimensionnement qui s'inscrit dans le cadre de la politique de redynamisation générale des infrastructures portuaires voulue par le gouvernement ivoirien. Le développement des infrastructures de transport maritime s'avère être une priorité. C'est à juste titre que le gouvernement ivoirien a fait preuve d'anticipation en inscrivant, dès la fin de la crise post-électorale, au titre des actions prioritaires, l'amélioration de la compétitivité des deux ports du pays, en vue de soutenir les performances économiques attendues de la mise en œuvre de la vision du président de la République. Le port autonome d'Abidjan, c'est actuellement 85% des échanges de la Côte d'Ivoire et 75% des recettes douanières. Un poumon économique à préserver. Je voudrais vous assurer de la totale volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du gouvernement à tout mettre en œuvre pour toujours améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. En effet, sur la période 2012-2020, ce sont près de 800 milliards de francs CFA qui seront investis dans le développement des infrastructures portuaires, avec notamment le redimensionnement du canal de Vridi, objet de la présente cérémonie, mais également la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d'un nouveau port de pêche, la construction d'un terminal céréalier et la modernisation du terminal minéralier et fruitier. Fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Chine, la rénovation du canal de Vridi a nécessité un investissement de 150 milliards de francs CFA. Il a été réalisé en 37 mois par l'entreprise China Harbour Engineering Company. Ce chantier d'envergure a donc coûté 150 milliards de francs CFA. Il vise à repositionner durablement le port autonome d'Abidjan comme premier port de la côte ouest africaine. Il y a de cela 68 ans, avec l'ouverture à la navigation du canal de Vridi, le premier navire à l'emprunter a été le Marie-Dominique. Le port d'Abidjan a été officiellement inauguré le 5 février 1951 par François Mitterrand, alors ministre français des territoires d'outre-mer. Mama Traoré nous propose de revenir sur l'historique de ce port qui est aujourd'hui prêt à relever de nouveaux défis. Un port en lagune, relié à la mer par un canal, celui de Vridi. Un édifice né de la volonté des autorités coloniales de créer un port dans le but d'exporter les matières premières de la Côte d'Ivoire vers l'Europe. Nous sommes en 1896. Deux projets de port sont à l'étude, l'un vers Grand Bassam et l'autre vers Grand Laou. Le premier projet est porté par le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire française, Louis-Gustave Binger, le second par le capitaine Jean-Baptiste Marchand. Des projets qui vont connaître des échecs dès la phase de percée du cordon littoral. Les ouvrages de protection du débouché en mer et les appontements annexes étaient engloutis par de vastes effondrements vers un trou sans fond découvert en 1845 par l'explorateur français Boué-Villomèze. En 1932, le projet est repris par l'ingénieur des ponts et chaussées, Roger Pelnard-Considère. Il propose un ouvrage capable de surmonter l'obstacle du trou sans fond. C'est ce projet adopté en 1935 qui donnera finalement naissance à l'actuel canal de Vridi. Les travaux lancés en 1938 vont être retardés par la Seconde Guerre mondiale. En 1950, l'édifice sera achevé. Depuis, la lagune ébriée et l'océan Atlantique sont connectés grâce à un canal long de 2,7 km sur 370 mètres de large avec une profondeur de 11 mètres. Suivra ainsi la mise en service du port autonome d'Abidjan le 5 février 1951. Entre 1974 et 1975, le canal va être approfondi pour l'adapter aux mutations du secteur maritime. Il va ainsi passer de 11 à 13,50 mètres de profondeur sur une largeur de 150 mètres. Depuis, plus de relooking, ce qui va faire perdre au canal de Vridi son statut d'atout majeur pour ainsi devenir le principal facteur limitant à la compétitivité du port d'Abidjan. 40 ans plus tard, sonne enfin l'heure de la renaissance. Le 6 octobre 2015, les travaux d'élargissement et d'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi sont lancés. 3 ans plus tard, l'ingénierie chinoise opère la métamorphose. La passe d'entrée mesure désormais 350 mètres de large contre 200 mètres auparavant.
Le port d'Abidjan peut de nouveau accueillir les grands navires de plus de 300 mètres de long, ayant un tirant d'eau de 16 mètres. Nous quittons le domaine portuaire pour se tourner vers l'agriculture. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques 2019 a été lancé ce jeudi. Cette 4e édition va se tenir du 22 novembre au 1er décembre. Une plateforme d'opportunités d'investissement direct pour les secteurs d'activité concernés. Noël Niagno. Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, halieutiques et forestières d'Abidjan. Une plateforme d'opportunités d'investissement direct dans le secteur agricole. Son édition 2019 est prévue du 22 au 1er décembre prochain. Pour son lancement, une salle de Radisson Blu à la dimension de cette 4e édition. La 5e édition qui va se tenir cette année ne se veut pas comme un événement seulement inscrit dans les habitudes, mais veut positionner définitivement le SARA comme un événement régional majeur où pendant 10 jours, exposants et visiteurs de toute la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays venant de tous les horizons vivront des expériences palpitantes et enrichissantes. Pour ces expériences enrichissantes, 18 000 m² seront mis à la disposition de plus de 700 exposants et autres acteurs du secteur. Invité d'honneur de cette édition, la France, première puissance agricole européenne, et sa riche expérience à mettre au service de la Côte d'Ivoire. Ce salon contribuera à raffermir davantage la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, comme voulu par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a su faire de son agriculture une industrie verte qui joue un rôle de premier ordre dans le tissu économique français et dans l'aménagement de son territoire. Ce grand pays industriel qu'est la France est aussi une référence dans le domaine agricole, dont l'exemple devra davantage nous inspirer dans notre marche vers la transformation industrielle de notre agriculture. Base de diffusion de cette expérience et d'échange pour mieux l'adapter aux réalités ivoiriennes, le thème du SARA 2019, l'agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture? C'est un choix dans lequel nous nous inscrivons profondément, parce que l'innovation est une source de réponse aux défis de l'agriculture. Elle ouvre des perspectives pour mieux connaître les ressources naturelles. Elle rend les métiers aussi de l'agriculture plus attractifs. Voilà situé tout l'attrait de cette 4e édition pour laquelle les organisateurs attendent plus de 300 000 visiteurs sur 10 jours. La conférence de haut niveau sur les changements climatiques et la préservation des océans à Bruxelles, en Belgique. La Côte d'Ivoire a été représentée à ce rendez-vous international par son ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka. Il a été question de prendre des initiatives et mener des actions pour préserver les océans des dommages environnementaux. Comment se porte le système éducatif ivoirien? Comment évoluent les négociations pour la fin de la grève des enseignants? Va-t-on vers une année blanche? Autant de questions qui ont trouvé réponse ce matin à la tribune Les Rendez-vous du gouvernement. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est exprimée sur ces questions pendant 1h30. Sephora Zegui et Grace Kando. Cette 2e édition des rendez-vous du gouvernement pour l'année 2019 permet à Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, d'entretenir la presse nationale et internationale sur la politique du gouvernement en faveur de l'éducation, mais aussi sur les questions brûlantes de l'actualité. Il s'agit notamment de la grève des enseignants, en rupture avec la trêve sociale signée par les plateformes syndicales et le gouvernement en 2017. Nous avons entamé les discussions le lundi. Nous avons poursuivi les discussions le mardi. Mais le mardi, certaines plateformes se sont retirées. Mais le lendemain, ils sont revenus à la table de discussion. Les discussions se déroulent dans de bonnes conditions, dans un bon esprit. Et nous osons croire que d'ici la fin de la semaine, les syndicats qui ont lancé des mots d'ordre de grève vont les lever afin que tous les enseignants reprennent les cours dès le lundi.
Sur la question des acquis majeurs de 2011 à 2019, la ministre assure que le gouvernement a accru l'offre éducative à travers la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Aujourd'hui, le parc scolaire totalise 2834 écoles préscolaires, 16 957 écoles primaires, 1778 établissements secondaires, 16 CAFOP, 237 établissements d'enseignement technique, 307 établissements de formation professionnelle. Il y a tout de même des défis à relever. Le gouvernement dit consentir d'énormes efforts. Les défis les plus significatifs se résument à satisfaire les besoins en construction d'infrastructures scolaires, combler définitivement le déficit en enseignants et personnel d'encadrement, atteindre le taux de 25% de préscolarisation et de 100% de scolarisation à l'horizon 2025. Pour les perspectives, le programme social du gouvernement 2019-2020 prévoit un recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants du primaire et du secondaire. Construction de 200 collèges de proximité, 7 lycées de jeunes filles, 4 centres de formation professionnelle et l'ouverture en septembre prochain du lycée d'excellence de Grand Bassam pendant 1h30. Kandia Camara a traduit l'engagement du gouvernement ivoirien à faire de l'éducation le socle de l'émergence de la Côte d'Ivoire en assurant pleinement ses responsabilités. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, une rencontre pour l'innovation dans le secteur administratif de Côte d'Ivoire. L'École nationale d'administration ENA veut s'impliquer davantage dans l'important programme de modernisation de l'administration ivoirienne. Conformément au plan de développement 2016-2020, l'ENA entend rénover son curricula de formation. L'autorité nationale de la presse ANP exhorte les enquêteurs de Amnesty International à faire preuve d'équilibre en rendant compte de la réalité du terrain. Une déclaration de l'ANP suite au dernier rapport de l'organisation internationale qui faisait cas de sanctions destinées essentiellement aux journaux proches de l'opposition. Didier Nguessan. Dans son dernier rapport sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Amnesty International met en cause l'autorité nationale de la presse, ANP, notamment sur la liberté d'expression de certains journaux. Dans ce rapport, il est écrit concernant l'ANP que le mode de désignation de ses membres, de même que son organisation et son fonctionnement, ne garantissent pas son indépendance et que par ailleurs, l'ANP aurait à maintes reprises sanctionner essentiellement les journaux proches de l'opposition. Lors de ces enquêtes, Amnesty International ne l'a nullement approché afin de recueillir sa version des faits qui lui étaient reprochés. Raphaël Lacbé invite donc l'organisation non gouvernementale à adopter dorénavant une démarche d'investigation qui rende compte de la réalité du terrain. Le président de l'ANP dit travailler avec son équipe en toute indépendance. L'ANP rappelle que toutes ces décisions sont motivés et s'appuient sur les textes de loi régissant la profession et sur le code d'éthique et de déontologie rédigé par les journalistes eux-mêmes. Pour les cas récurrents ou généralisés, l'ANP observe toujours une période de sensibilisation ponctuée de rencontres avec les différentes rédactions ou les responsables et nourrie de communiqués de mise en garde. Les sanctions interviennent souvent en dernier ressort. L'autorité nationale de la presse a pour mission, entre autres, d'assainir et de professionnaliser le secteur de la presse écrite ivoirienne. Cette décision peut faire l'objet de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. On reste dans le domaine de la presse écrite. Un nouveau plan est mis sur pied afin de résorber la crise de la distribution et aussi redynamiser le secteur qui connaît des difficultés depuis près de 15 ans, avec notamment la montée en puissance d'Internet. Lancine Bakayoko. Ils sont nombreux, les éditeurs nationaux, pour qui la défaillance du système de distribution des médias papier est la principale cause du déclin de leur activité. Mais pour l'entreprise en charge de la messagerie, la crise actuelle au niveau de la presse imprimée est avant tout une crise du lectorat, pas nécessairement une crise de la distribution. Aujourd'hui, la presse imprimée n'est plus l'unique source d'information.
l'RTI que vous représentez d'une telle qualité qu'aujourd'hui c'est un vrai véritable concurrent. Et puis nos principaux concurrents sont les réseaux sociaux, que je nommerai pas, les GAFA, qui font qu'aujourd'hui l'information est instantanée et elle est souvent assortie d'un film. Donc ce sont des concurrents directs pour nous, pour Edipresse. Ensuite, on peut se poser sur la qualité des... L'actualité politique au Sénégal est dominée par le scrutin présidentiel. Plus que 3 jours avant le vote, une étape majeure pour l'évolution politique du Sénégal et un rendez-vous décisif pour la démocratie de ce pays ouest africain. Sidonie Davila, notre envoyé spécial au Sénégal, nous propose un dossier sur les enjeux de ce scrutin. Un après-midi dans la commune de Cocody, Cheikh Ibrahima Fall, sénégalais, vivant en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans, s'apprête à faire le thé. Amadou Cissé, son compatriote, installé aussi en Côte d'Ivoire depuis les années 90, ils observent de loin le déroulement de la campagne présidentielle ouverte depuis le 3 février dernier. On attend du futur président qui nous regarde davantage. C'est vrai que ceux qui sont là, ils ont fait beaucoup de choses pour la diaspora, mais il y a des choses qui restent. On veut des financements, n'est-ce pas? On veut des bourses pour nos enfants qui sont nés ici, qui doivent encore rentrer au Sénégal. Trècheville, c'est la commune qui concentre le plus la communauté sénégalaise. L'intérêt de cette élection pour les Sénégalais est aussi vif. Voilà, nous voulons qu'il aide les jeunes à travailler, il aide les jeunes à améliorer leur travail. Et puis nous voulons que l'éducation avance. Ce qu'il peut faire pour nous, c'est d'essayer de nous faciliter les choses au niveau des papiers administratifs. Par exemple, à l'ambassade comme au consulat. Parce que souvent on a tendance à avoir certains problèmes pour avoir des passeports, avoir certains papiers comme les extraits de naissance. Nous qui sommes natifs dans ce pays-là, souvent on a des problèmes d'extrait quand on va au Sénégal. Le 24 février prochain, les Sénégalais iront choisir leur président parmi 5 candidats en lice qui ne cessent de multiplier promesses et recettes pour changer le visage du Sénégal. Moi, l'attachement des populations, leur adhésion pour la poursuite du plan Sénégal émergent. Nous sommes à quelques jours de gagner la première bataille vers la véritable alternative. Mon combat est celui d'une jeunesse qui a perdu tout espoir. Pour ce qui est de mon programme, le pur sang, il est essentiellement axé sur l'homme. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations. Les promesses des 5 candidats sont nombreuses. La réduction du taux de pauvreté et la création d'emplois sont de grands défis à relever. Ce sont des élections qui vont essayer de mettre à plat en fait toutes les antagonismes au niveau politique, parce qu'on sent qu'il y a une volonté de retour du parti de l'ex-président, M. Wade. Il y a aussi que le président actuel veut consolider sa majorité. Donc il y a effectivement de réels enjeux, surtout au plan économique, au plan politique et au plan social. Un autre enjeu de taille dans cette élection, celui de la sécurité. Face à une campagne émaillée de violences, faisant des morts et des blessés, et face à l'appel au boycott de l'ex-président Abdoulaye Wade, la paix et la sécurité sont aujourd'hui problématiques pour ce scrutin. Pour s'assurer de la bonne tenue de cette élection au Sénégal, des organisations telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine se font l'obligation de l'accompagner. Au Sénégal, plusieurs missions d'observation sont donc déployées avant, pendant et après le scrutin. C'est extrêmement important pour l'Union africaine parce que lorsque vous regardez la vie des non-nations africaines, il y a beaucoup de conflits sur le continent. Et les conflits surviennent généralement des élections. La mission d'observation elle-même, elle est forte de 80 membres. Elle est dirigée par le président Thomas Yahi Boni. Les observateurs de la CEDEAO, courte durée ou longue durée, travaillent en étroite collaboration avec ceux qu'ils trouvent sur le terrain.
Environ 50 000 Sénégalais vivent en Côte d'Ivoire. Parmi eux, 21 483 sont inscrits sur les listes électorales. Ils appellent de tous leurs vœux à des élections paisibles et transparentes. Le jour du vote, chacun va, il vote son candidat, on se retrouve autour d'un thé ou d'un bol de thiep, on mange, on rit. Le Sénégal est très majeur en matière d'élection. On est tellement intelligent et on connaît tellement les élections que ça ne peut pas aller à une violence. Le Sénégal est un exemple de démocratie dans la sous-région, voire en Afrique. Pourra-t-il préserver cette image qu'on lui connaît? Rendez-vous au soir du 24 février, jour du scrutin, pour le savoir. L'actualité internationale ce jeudi nous conduit également au Bénin, en Ouganda, en Turquie. Commençons par le Bénin où le ministre de la décentralisation et un préfet ont été limogés par le président Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Le préfet du département du littoral au Bénin, Modeste Toboula, et le ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli, ont été limogés par le président Patrice Talon. Interpellé et gardé en vue depuis mardi dernier, le préfet a été entendu par la brigade économique et financière dans le cadre d'une affaire de bradage de domaine public et poursuivi pour abus d'autorité, faux en écriture publique. Le ministre de la décentralisation, quant à lui, serait le commanditaire. C'est lui qui aurait donné des instructions au préfet pour la cession du domaine public. Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le mouvement de la Renaissance nationale a appelé le président ougandais Museveni, au pouvoir depuis 1986, à briguer un 6e mandat pour éliminer les freins à la transformation du pays. La résolution a été adoptée par le comité exécutif central du mouvement au terme d'une retraite de 5 jours. L'annonce du mouvement fait suite à une réforme constitutionnelle controversée dans le pays. Elle a supprimé fin 2017 la limite d'âge de 75 ans pour pouvoir être élu président. Un procureur a requis la prison à perpétuité contre l'homme d'affaires turc Kavala, l'accusant avec 15 autres personnes de tentative de renversement de gouvernement. Les faits remontent à mai et juin 2013, où des centaines de milliers de Turcs descendaient dans les rues pour protester contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Et revenons en images sur ce qui a marqué l'actualité nationale de ce jour. L'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi. Un investissement de 150 milliards de francs CFA qui, après 3 ans de travaux, donne la possibilité au port d'Abidjan d'accueillir les plus grands navires fréquentant les côtes africaines, allant jusqu'à 350 mètres de longueur avec 16 mètres de tirant d'eau. Et ce n'est pas le seul chantier lancé ces dernières années par le port d'Abidjan. En plus du port de pêche modernisé, suivront un 2e terminal conteneur, un nouveau terminal roulier et un nouveau terminal céréalier. Ces chantiers d'envergure visent à repositionner durablement le port autonome d'Abidjan comme premier port de la côte ouest africaine. Et ce sont ces images du port autonome d'Abidjan qui mettent fin aux 20h de ce jeudi. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous.